Bonjour à tous, il est 19 heures ce vendredi et comme prévu et annoncé, avec Laurent Tarassi, nous sommes Bonsoir. contents et très heureux de vous retrouver pour ce troisième Facebook Live qui est un Facebook de rentrée, au cours duquel on est évidemment là comme d'habitude pour répondre à vos questions, mais à l'évidence on peut réaborder les sujets d'actualité comme les travaux de l'été, qui n'est pas encore terminé, ni l'été ni les travaux, les quelques récentes actualités de sécurité, notamment sécurité routière, et puis évidemment les Prochains événements. projections, les prochains événements sur la rentrée. Voilà. Donc pour commencer à anticiper peut-être vos questions, les travaux de l'été correspondent à nos travaux de printemps, puisque les chantiers, ça ne pousse pas tout seul, donc il faut les anticiper. Et c'est vrai qu'on avait eu à cœur de mettre en avant une orientation importante qui est que la rivière l'Oise, dont on a la chance d'être proche, doit profiter à tous. C'est en fait le sens du nouveau bulletin que vous allez recevoir dans les prochains jours dans vos boîtes aux lettres, avec ce titre La rivière pour tous, puisqu'effectivement nous avons à la fois élagué et aménagé, et c'est encore en cours, le chemin de halage, donc en aval du pont, à droite du pont quand on vient de Saint-Leu, et jusqu'à la frontière administrative avec Villers-sous-Saint-Leu. C'est une grande richesse pour notre ville que de pouvoir transformer petit à petit cet endroit en endroit de promenade. Alors il existe déjà le parc de la Garenne, mais maintenant le long de la rivière, on peut vraiment parler de berge de promenade. Donc il y a eu sur plus de 2 km un grand élagage fait par une entreprise extérieure qui s'appelle Garcia Espace Vert. Et puis une entreprise de Saint-Leu, Eric Van Vatter, est en train de transformer le chemin lui-même en déposant du calcaire lavé qui va être compacté par une machine de manière à avoir quelque chose à la fois doux, c'est-à-dire différent d'un enrobé, mais aussi solide. Alors, je rappelle bien que notre envie pour ce chemin de halage, ce n'est pas du tout d'y développer la circulation automobile, puisqu'il y a des riverains qui doivent garder leur tranquillité, c'est normal. Par contre, on peut y développer la promenade piéton et vélo, et c'est toute notre envie, en constatant quand même que cet élagage a fait ressortir une très très belle vue sur l'ensemble de la rivière, sur tout le linéaire, et fait ressortir surtout beaucoup d'envie d'animer dans les prochains mois, les prochaines années, cet endroit pour la population, et j'espère que vous pouvez déjà tous en profiter. On croise déjà pas mal de gens, et j'espère que ça va être de plus en plus important. Voilà les premiers travaux de l'été. Euh, Deuxième orientation, il y a eu des travaux, mais qui se voient moins, bien sûr, dans les écoles. Il y avait eu beaucoup de travaux à Noël, il y en a eu encore un peu cet été. Il y a eu également, et ça s'est terminé ce matin d'ailleurs avec un petit peu de retard qui n'a sûrement pas échappé aux personnes qui passent au rond-point du pilori tôt le matin. C'était des travaux de nuit pour reprendre une partie de ce qui avait été fait il y a 2 ans, mais qui était bouché. Donc il y avait, comme vous l'aviez bien vu, des problèmes d'eau pluviale accumulée sur le côté rue du Pilori de ce rond-point, et il y a eu une intervention importante, mais qui a nécessité effectivement un retard de circulation, ou plutôt un pilotage de la circulation alternée. Normalement, ça devrait marcher, on vérifie ça évidemment, on vérifiera ça très, très vite avec un passage d'une caméra, et puis bon, malheureusement, le test peut être aussi au prochain orage, donc si ça ne marche pas, on continuera nos investigations, mais ça devrait marcher. Voilà un petit peu pour le deuxième type de travaux d'été. Il y a également la deuxième partie de la rue de la Garenne qui a été refaite, qui réunit les deux parkings de la base de loisirs et qui a été complètement refaite par la ville. Ça accompagne l'investissement de la base de loisirs elle-même qui a refait son parking principal, et je pense que ceux qui y sont déjà allés ont pu le constater. Alors, je tourne en boucle, mais je rappelle que la base de loisirs est
n'est pas très cher d'accès, même si évidemment c'est toujours quelques euros, mais ça fait 2,90 € pour les enfants, pardon, pour les adultes en saison, et c'est même gratuit pour les gens de Saint-Leu hors saison. Donc profitez-en. Profiter, ouais. Et profiter encore une fois de tout cet espace naturel qui regroupe à la fois le chemin de halage, les berges de l'Oise, le parc de la Garenne et la base de loisirs. C'est vraiment un ensemble de plusieurs dizaines d'hectares exceptionnels. Je ne vois pas beaucoup d'autres communes qui bénéficient de ça comme nous. Voilà. Alors sur le parc de la Garenne, Frédéric, on a eu quelques retours d'agrès du parcours sportif qui serait en mauvais état. Donc on est en train d'aller faire le constat et d'essayer d'aller réparer tout ça, parce que c'est toujours agréable. Un petit parcours sportif, ça donne un but pour aller dans le parc. On avait eu aussi à un moment donné un dépôt, Frédéric, de bois pendant les travaux, au milieu du parc. Ça y est, c'est parti Voilà. ce matin. Voilà. Ça a connu là aussi quelques retards, mais ça a été, ça fait l'objet à la fois d'un enlèvement et d'un broyage important. Donc c'est en fait ce qui venait des berges et qui avait été rassemblé là, à peu près 400 tonnes de bois. Donc c'est la preuve qu'il y a eu un gros travail. Sur les autres interventions de l'été, j'ai commencé en disant qu'il y a eu des choses dans le domaine scolaire, mais effectivement, ça se voit peut-être moins. Alors, ceux qui rentrent à l'école lundi le verront, et on ira accueillir bien sûr les parents et les enfants. Il y a eu bien sûr l'événement qu'on a déjà évoqué, mais qui est de maintenir une classe qui était menacée de fermeture à Raymond de Carbon. Donc ça se confirmera bien entendu, mais il n'y a aucun doute. Lundi à la rentrée. Et puis il y a un événement pour lequel je vais passer la parole à Laurent, c'est le lancement du nouveau site internet de la ville. Donc là, il a énormément de choses à vous dire. Alors le site internet, oui, c'est simple, hein, c'est tout frais d'aujourd'hui. Donc si vous allez sur l'adresse habituelle du site internet, vous accéderez à une nouvelle interface beaucoup plus agréable, comme on dit dans le jargon de la communication, responsive design, c'est-à-dire que le site en fin de compte s'adapte à l'outil utilisé, donc téléphone, iPad, tablette ou ordinateur, et de façon à avoir une lecture le plus adaptée possible. Donc c'est tout neuf d'aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine, hein, parce que le groupe de travail de l'équipe de la majorité s'est mis en action depuis maintenant, on va dire, oui, facile 4-5 mois. On a réuni une communication municipale 3 fois pour discuter de la page d'accueil, pour repositionner des petits icônes à droite, à gauche, pour imaginer une meilleure présentation, pour regarder l'arborescence. On a fait des petits tests à nouveau avec cette commission pour savoir si on retrouvait facilement des données, on va dire habituelles. N'importe quoi, par exemple, comment trouver l'adresse d'une infirmière à Saint-Leu-d'Esserand, comment trouver les menus de la cantine, et on chronométrait tout ça pour voir si ça se faisait rapidement ou si ça se faisait difficilement, voir si les gens ne trouvaient pas. Le but étant évidemment de réadapter tout ça de façon à ce que ce soit le plus intuitif possible. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur ce nouveau site. Il y a beaucoup plus de formulaires disponibles qui vont vous faciliter la vie. On a essayé d'être le plus concret possible. Frédéric parlait à l'instant de la rentrée des classes. Nous avons également la possibilité, à travers le site internet, de faire des inscriptions au portail famille, au portail citoyen, etc. Donc vraiment, on essaye de tout mettre en œuvre pour que, de façon électronique, ce soit le plus pertinent, le plus efficace possible et le plus simple pour vous. Voilà. L'objectif, c'est ça, c'est de vous simplifier la vie. Et n'hésitez pas, évidemment, de faire tous les retours possibles. Hein. La critique, si dans la forme, elle est correcte, elle est toujours acceptée avec plaisir et on modifiera les choses qui ne sont pas pertinentes. Voilà, n'hésitez pas. Alors, on est là pour répondre
aux questions dès qu'elles arrivent. Donc il y a une question que vous voyez sous vos yeux sur un projet de méthanisation. Alors en fait, il y a deux projets. Il y en a un qui sont très proches l'un de l'autre d'ailleurs, qui sont menés par deux groupements d'agriculteurs et qui vont dans le même sens de l'utilisation de fourrage, en très très grande majorité, de fourrage local, issu même du plateau agricole de Saint-Leu. Et ce fourrage, qui d'ailleurs fait l'objet d'une culture supplémentaire intercalée entre les récoltes existantes, ce fourrage serait effectivement utilisé pour faire du gaz qui serait réinjecté dans la canalisation qui passe sur la route entre Saint-Leu et Cramoisy. Donc il y a deux projets, un juste à la limite de Saint-Leu sur le territoire et un autre sur le territoire de Cramoisy, mais pas très loin. Sur le même procédé et avec le même genre d'acteurs. Donc je réponds bien que c'est essentiellement du fourrage. Il peut y avoir quelques déchets de chevaux, mais pas de poules. Et en fait, le fumier de cheval, ce serait uniquement quelques petits centres équestres. On n'est pas du tout en train de parler de la réflexion qui n'a toujours pas débouché d'ailleurs au niveau de l'agglomération de Chantilly, qui cherche à créer un centre de méthanisation pour l'ensemble des déchets des écuries de course de cette région, et c'est pas du tout le même sujet. On n'a donc pas de fiente de poulet. Par contre, j'en profite pour vous rappeler, parce que c'est une question récurrente, que tous les ans, à la même époque, vous pouvez sentir des odeurs un petit peu fortes, et on le communique, je crois, sur le compte Facebook de la ville. C'est le bon vieux principe, plus ça sent et plus c'est bio. En fait, là, effectivement, pour le coup, ça peut être des fientes de poules qui sont épandues dans les terrains agricoles des environs. Et évidemment, pas que sur Saint-Leu. Donc c'est ça qui peut faire des odeurs, mais pour le coup, qui sont fortes, mais qui ne sont pas du tout chimiques. Alors pour compléter Frédéric sur les odeurs, on n'a pas dû mettre cette année sur la page Facebook de petits messages parce que finalement ça devient récurrent. On a beaucoup communiqué l'année dernière sur le sujet et il n'y a pas eu de remarques particulières, donc on n'a pas communiqué particulièrement. Pour faire le lien avec la méthanisation et le sujet odeur, il faut savoir que ce ne sera pas du tout comparable, c'est-à-dire que là il s'agit bien d'épandage d'engrais, on va dire bio, partout, sur tout le territoire, tout autour de la ville, et donc forcément les odeurs arrivent dans le centre-ville. Pour la méthanisation, sur le plateau là-haut entre Saint-Leu et Cramoisy, avec les vents dominants qui ne seront pas du tout dans l'axe plateau Cramoisy, centre-ville de Saint-Leu, on devrait avoir vraiment très très peu d'odeurs liées à la méthanisation. C'est ça, alors ça permet effectivement de répondre aussi à l'aspect de la question sur le statut administratif. Donc ce sont des projets qui sont des projets agricoles, donc qui ont un traitement administratif particulier, qui nécessite effectivement un avis de la municipalité, et il sera positif à partir du moment où nos premières discussions vont dans le sens de ce qui est évoqué d'ailleurs, c'est-à-dire de limiter le trafic supplémentaire routier. D'abord parce que, comme je l'ai dit, la très grande partie de la matière première, de la ressource naturelle vient du plateau agricole. Et puis, on est en train de réfléchir au fait de faire passer les éventuels camions supplémentaires par des chemins ruraux extérieurs au centre-ville. En fait. Donc ça, c'est la précaution principale. Et si, une fois de plus, des utilisateurs nouveaux ont besoin des chemins ruraux, ils seront amenés à participer à leur rempierrage et à leur entretien, tout comme le font, il faut le noter, les agriculteurs actuels de la ville, y compris les acteurs qui s'occupent de la récolte de betteraves. Alors, petit intermède, voilà, on vous voit tous arriver, hein, c'est pas par impolitesse qu'on vous dit pas bonsoir à tous, hein, on voit Madame Miel, on voit Madame Félix, Madame Maya, Monsieur Salier, donc bonsoir à tous, bienvenue, et c'est avec plaisir qu'on discute avec vous. Hein. On a deux autres questions, Frédéric. Oui, alors on va revenir sur le parc de la Garenne dont j'ai déjà parlé, mais avant il y a une question sur les logements à côté de la nouvelle cantine, qui sont vides depuis fort longtemps, c'est très vrai, alors vides de
service avec des humains dedans, mais on s'en sert quand même d'espace de stockage. Par exemple, un des logements sert actuellement pour les panneaux qui ont été utilisés dans la coulée verte il y a quelques mois dans le cadre d'une exposition photo qui s'appelait Usimage. Quelque chose d'intéressant parce que le cadre de la coulée verte s'y prêtait beaucoup, s'y prêtait bien, et d'ailleurs on a demandé à garder ces panneaux pour pouvoir les réutiliser pour d'autres expos peut-être à venir. Alors pour répondre plus largement, donc, ce sont des anciens logements d'enseignants qui sont entre les deux écoles Jean-Baptiste Clément. Ils font partie effectivement de réflexions qui ont pu avoir lieu il y a quelques années, mais qui n'ont pas débouché, puisque le nouveau restaurant scolaire qui a été fait n'a pas pris appui sur ce bâtiment. Il y a une chaudière par contre qui reste et qui continue à desservir les écoles. Par contre, ces bâtiments vont faire partie de ce qu'on appelle un schéma directeur des bâtiments de la ville, qui ne fait que commencer, qui va s'accélérer un peu dans les prochains mois, qui nous permettra de vous faire des propositions dans les prochains mois. L'objectif est d'avoir le cœur net de l'utilisation possible ou pas de certains bâtiments. On met d'un côté tous les services à la population qu'on rend et on se demande bien effectivement dans quels bâtiments ils sont actuellement rendus. On se demande si ces services ont besoin demain, après-demain, d'autres bâtiments. Et d'un autre côté, on fait la liste des bâtiments actuels, on regarde ceux qui sont utilisés et ceux qui ne le sont pas. Ça semble assez rapide à faire. Et on essaye de se projeter une bonne fois. Et si entre les deux, on peut tracer des traits, ben, on garde le bâtiment et on le rénove. Si on n'a vraiment pas d'idée suffisante, il faudra se résoudre à le vendre. Alors c'est pas une surprise puisque pour d'autres bâtiments, on avait dit l'année dernière qu'il fallait se poser la question. C'est le cas par exemple pour la ferme des Moines 2, c'est le cas pour la maison qui est au bord de l'Oise et qui devait servir de capitainerie à un projet de port qui ne va pas se faire. Voilà, très clairement pour les logements entre les deux écoles, il y a quand même plus de chances que la mairie garde des logements, plutôt un bâtiment de ce type qui est vraiment au cœur d'un ensemble de services publics. C'est clair que ce schéma directeur des bâtiments est super important. Saint-Leu est propriétaire de nombreux bâtiments. On peut en dénombrer quasiment une quarantaine. C'est pas rien. Tous ne servent pas. Donc il y a une vraie étude à faire parce qu'un bâtiment qui ne sert pas, il faut l'entretenir. S'il n'est pas entretenu, il se dégrade. Si on doit le vendre plus tard quand il est dégradé, finalement, forcément on le vendra moins cher. Si on le vend et que finalement dans 2 ans on en a besoin, on aura vraiment des gros regrets. Donc il faut être assez précis dans la projection et pas que sur 1 an ou 2 ans, mais plutôt sur 10, 15 ans, 20 ans. Voilà. Bon, ce bâtiment Jean-Baptiste Clément entre les deux écoles, l'école maternelle et l'école primaire, effectivement, il est au milieu d'un ensemble de bâtiments municipaux. Il n'y a pas de raison qu'il fasse partie d'une vente. Par contre, il faut lui trouver effectivement une utilisation. Il y a eu des idées qui sont passées, comme accueillir les enfants du périscolaire par exemple. C'était pas super pratique. Il n'y a pas d'accès PMR. Donc ça c'est une nouvelle donnée qu'il faut prendre en compte avec des travaux. Donc bon voilà, il n'y a rien de défini pour ce bâtiment encore aujourd'hui, mais ça fait partie d'un ensemble de réflexions. Alors on enchaîne sur la Croix-Aude, puisqu'il y a une question sur le parc enfant à la Croix-Aude. Alors bonne nouvelle, le parc enfant à la Croix-Aude est ouvert, j'ai pu le constater et le vérifier moi-même pas plus tard qu'avant-hier. Donc les enfants peuvent en profiter. Il y a eu un retard suite à un contrôle de conformité des travaux sur l'espace qui existe entre les planches. Et donc ça a été rectifié et maintenant c'est ouvert. Et j'ai d'ailleurs signé cette semaine également la rétrocession de l'ensemble de ces espaces autour de la Croix-Aude qui ont été transférés de la propriété d'Oise Habitat à la propriété de la ville. Ça représente près de 1 hectare en tout, à la fois les parkings et les espaces verts. Ce sont des travaux qui ont été faits avant 2018 et je rends hommage à ce qui a été fait. Maintenant, il faut d'une part amener Oise Habitat, que je rencontre la semaine prochaine, à travailler également sur l'intérieur des cages d'escalier et puis se projeter dans les prochaines années sur les autres résidences qui n'ont pas encore fait l'objet du même
mêmes traitements que ce qu'on a fait depuis des années à la Muette, à Charles de Gaulle, à la Croix-Aude. Finalement, dans les 3 cas, on a réaménagé ou augmenté la qualité de vie, mais on est bien rentré dans un principe où les espaces deviennent collectifs, publics et ne sont plus réservés aux habitants de la résidence. Tu es en train de dire, Frédéric, qu'on va avoir 1 hectare de plus d'espace vert à entretenir? Alors, un de plus, parce qu'effectivement, les berges, à partir du moment où on veut les entretenir, ça fait aussi beaucoup d'espace. Il y a eu la rétrocession du lotissement du Haut-Métemont il y a quelques mois. Il y a d'autres groupes de citoyens qui résident dans des allées privées qu'il est peut-être temps maintenant de transférer à la mairie, du moment que, bien entendu, elles deviennent publiques dans l'utilisation également. On a pris une seule question tout à l'heure, celle du logement JBC. Il y avait aussi la clôture du parc de la Garenne. Alors, comme je le disais, en fait, il faut raisonner sur l'ensemble de cet énorme espace naturel. Il y a une base de loisirs intercommunale dont le concept est d'être fermé et payant, avec les avantages et les inconvénients de la solution. C'est-à-dire que l'avantage, c'est justement qu'on protège mieux le patrimoine public, puisque c'est un syndicat de 4 communes, dont Saint-Leu. L'inconvénient, c'est que quand c'est fermé, ce n'est pas ouvert, comme aurait dit Monsieur de la Palisse, mais il y a déjà énormément d'activités, et encore une fois, à un coût qui est modéré, et notamment hors saison. Je précise d'ailleurs, parce qu'on en parlait récemment avec le directeur, que hors saison, on peut rentrer en vélo, et notamment apprendre aux enfants à faire du vélo dans la base. Le parc de la Garenne et les berges sont par contre des espaces publics qui effectivement il n'est pas prévu de refermer, parce que ce serait se priver d'une possibilité d'utilisation permanente. Je rappelle que notamment l'un des côtés de l'étang de la Garenne était il y a maintenant 7 ans encore occupé uniquement par un comité d'entreprise d'une grande chaîne de grande surface, et que le fait d'avoir racheté l'ensemble de cette zone et de la transformer en zone municipale s'est accompagné effectivement d'une utilisation par tous. Alors j'entends, et évidemment on est les premiers concernés, qu'il y a eu quelques dégradations importantes de mobilier urbain. C'est fâcheux, on fait tout ce qu'on peut pour l'éviter et pour retrouver les auteurs. On remplace ce qu'il faut, il peut y avoir toujours un petit retard, mais je pense qu'il faut rester quand même dans cette approche qui est que c'est un service à la population que d'avoir un parc urbain ouvert à tous et tout le temps. Ouais, c'est vraiment la philosophie de ce parc quand on l'a réaménagé là, depuis maintenant quelques années, 3-4 ans, 3 ans. C'est vraiment que ce soit facilement accessible. On a essayé de fermer les accès pour éviter tout ce qui est moto, engin à moteur, pour que justement les promeneurs soient à l'aise. Donc avec la mise en place de pierres, avec la mise en place de tourniquets, etc. C'est aussi largement contourné. Finalement, on se rend compte qu'il y a des petits chemins qui se font naturellement à côté. Bon voilà, on essaye de parer à ce genre de choses, mais néanmoins, on compte sur le civisme. Il y a des dégradations, elles ne sont pas non plus monstrueuses encore. Donc il y a, et d'ailleurs ça peut nous permettre de parler d'un autre sujet, Frédéric, il y a régulièrement la police municipale qui fait des rondes. Et il se trouve que cette équipe va être renforcée. Vas-y, je t'en prie. J'ai plus la date. Alors, l'arrivée de notre 4e agent. Voilà, un 4e agent et le temps d'une mutation administrative puisqu'il vient d'une autre commune. Donc on parle plutôt, comme d'habitude, de 3 mois à partir du moment où ça a été conclu. Et donc ce serait plutôt, je crois, pour le mois de décembre, septembre, octobre, novembre. Voilà, donc du coup, l'air de rien, un agent en plus, c'est 25% en plus de l'effectif complet. Donc forcément, des possibilités supplémentaires de passage dans le parc de la Garenne, de vérification, d'interpellation gentille, citoyenne, bienveillante. C'est l'objectif de la police, pas forcément de toujours être dans la répression. Donc voilà. Et n'hésitez pas, vous aussi, d'ailleurs, citoyens, si vous voyez des choses cassées, abîmées, de nous le faire remonter assez vite. Ça nous permettra d'agir rapidement. Alors pour être bien sûr de couvrir toutes les questions, j'ai oublié une partie de la réponse sur la Croix-Aude, et aussi sûrement parce que je n'avais pas la réponse, donc on va regarder précisément.
les barrières travaux ne seraient pas retirées sur le parking de la Croix-Aude. Et donc ça donnerait une place de parking en moins. Ça m'avait échappé, donc on va regarder précisément. Merci pour la question. Le portail du stade Pascal Grousset est constamment ouvert. Alors c'est assez compliqué et ça ne se résume pas forcément à ça. Il y a une fermeture pendant l'été du complexe Pascal Grousset. Les utilisateurs habituels qui sont le collège et les associations ne sont pas là. Il y a par contre à côté du stade en tant que tel un city stade qui lui est ouvert pendant l'été, qui était ouvert jusqu'à 21h30 de manière à profiter des fins de soirée. Il y a eu quelques abus flagrants pendant l'été. Ça nous a amené à ramener l'heure de fermeture à 19h30 et on ne souhaite pas que les utilisateurs abusent de cet horaire non plus, puisqu'il y a quand même des riverains à côté. Et en ce qui concerne le complexe lui-même, effectivement il y a eu une dégradation des serrures du clubhouse du terrain de tennis. Et donc il faut, sans revenir à un système de gardiennage permanent, il faut être vigilant, d'ailleurs en ayant recours aux bonnes relations que Laurent vient de rappeler avec la gendarmerie. Je voulais d'ailleurs redire que pas plus tard que cet après-midi, vous avez peut-être remarqué des opérations de contrôle routier qui ont été faites en partenariat entre la police municipale et la gendarmerie. Il y a eu une quinzaine de verbalisations pour vitesse excessive sur le CD 92. On parle bien de cas où, a priori, les verbalisés ne sont pas des habitants de la ville, mais il faut effectivement qu'on se protège. Pour répondre précisément à votre question, Madame Maya, pourriez-vous nous préciser exactement l'endroit de ce passage piéton? Si j'ai bien compris, c'est le passage un peu surélevé qui permet d'aller de la place de la République à la rue Pasteur. Confirmez-moi cela, s'il vous plaît. Et puis, on a bien pris en compte l'histoire des arbustes. Et voilà, si vous pouviez préciser. Juste à droite, à côté de la sortie de la place, si on parle de la rue d'Ardillère, j'espère ne pas me tromper, c'est peut-être le croisement entre la rue d'Ardillère et la rue Duval. Dans tous les cas, bien entendu, les haies peuvent cacher la vue, le végétaux deviennent des haies si on y prend garde, donc on va regarder. D'accord. Bah écoutez, si vous ne connaissez pas le nom des rues, c'est pas grave. On va faire un petit tour autour de la place de la République pour essayer d'identifier ce passage-là. Alors vous avez forcément sur le nouveau site internet, mais c'était le cas sur l'ancien, le plan de la ville, sûrement en téléchargement. N'hésitez pas à regarder, à nous préciser ça, que ce soit sur le site internet ou sur Facebook, effectivement. Alors, rue du Peuple. Ouais, non, je lisais comme toi la question de Madame Martin. C'est, j'imagine, le passage piéton tout en haut de la rue du Peuple qui permet donc aux habitants de la cité de la Muette d'aller rejoindre l'école. Effectivement, vous avez raison, hein, les voitures arrivent pas forcément très lentement à cet endroit-là. Donc il y a peut-être un sujet. Le problème, hein, c'est toujours pareil, c'est la citoyenneté, c'est les conducteurs qui ne respectent pas. Alors rajouter un dodan, c'est effectivement possible. Hein. Le problème, c'est toujours de mettre le curseur au bon endroit et d'éviter d'avoir une ville aussi remplie de dodan. Il y a des règles de conduite. Pour le coup, ce passage piéton, lui, il est relativement visible. On prend en compte votre demande. C'est pas si évident. Alors j'enchaîne sur la Croix-Aude et la Muette, là, qui est évoquée par Madame Miel. Je suis très surpris de ce qui est évoqué, parce que je crois l'avoir lu également sur d'autres réseaux sociaux. La jeune femme qui a eu la très bonne initiative citoyenne de participer au nettoyage
Je ne sais pas qui elle a contacté en mairie et qui a pu lui dire qu'on ne voulait pas l'aider, mais c'est pas du tout notre genre. Donc je propose qu'elle nous recontacte pour nous dire quels avaient été ses contacts précédents. Ce qui est sûr, moi je fais partie de ceux qui ont pu aussi commencer à s'intéresser à cette ville en faisant du nettoyage de berges déjà. Vous voyez, c'est une obsession. C'était la partie en amont de la zone du Renoir entre Saint-Leu et Creil. Je me souviens qu'à l'époque c'était très compliqué, et là aussi je voudrais rendre hommage à ce qu'ont fait encore les services techniques cet été, je l'avais oublié. Ils ont réouvert pratiquement 2 km de chemin rural entre la zone du Renoir et l'écluse de Saint-Leu, qui est insuffisamment connue. J'en profite d'ailleurs pour dire que le dernier tronçon qui nous résistait parce qu'il était un peu souillé par des dépôts sauvages a été encore plus souillé la semaine dernière par un énorme dépôt qui correspond à l'équivalent de 3 bennes de décharge de bâtiments, de déchets de bâtiments. Donc j'ai déposé plainte, la personne a été identifiée, celle qui est à l'origine des déchets, c'est un commerçant de Creil, et la personne qui a déposé les déchets a été retrouvée également. Elle doit... il y a une plainte contre elle et elle doit, en plus d'autres suites, elle s'est engagée à reprendre les déchets. Donc voilà, c'est notre manière à nous de gérer les déchets sauvages, peut-être un peu moins médiatique que dans d'autres communes qui sont largement connues pour faire ce retour à l'envoyeur. On n'est pas sur de retour à l'envoyeur, mais on est très clairement sur le fait d'aller chercher l'envoyeur et pour ne rien laisser passer. Donc on va faire la semaine prochaine un dernier nettoyage et on pourra dire que pour ce qui concerne Saint-Leu en tout cas, la réouverture du lien entre Saint-Leu et Creil est faite. Si je reviens à la Muette, les services municipaux sur les espaces municipaux font le maximum. Je ne garantis pas qu'on soit toujours effectivement à 100% au bon niveau de nettoyage de tous ces espaces urbains. Je pense qu'il faut vraiment intégrer que l'équipe des services techniques est sur ce sujet en permanence. Je rejoins la fin du commentaire sur le fait que, non pas les gens soient des cochons, mais certaines personnes exagèrent beaucoup et il y a beaucoup de civisme à réintroduire. Donc Madame Maya, je crois que j'ai identifié effectivement l'endroit pour les haies, donc on ira jeter un coup d'œil avec les services techniques pour voir. Donc c'est ça, ce sont les haies le long du laboratoire, donc c'est effectivement pour passer le petit passage piéton surélevé qui permet d'aller de la place de la République à Pasteur. Ah d'accord. Voilà. Donc on ira voir ça. Frédéric, tu parlais des déchets sauvages. Ça me permet d'aborder un autre sujet qui n'est pas forcément encore très bien compris. Donc vous êtes quelques-uns à nous écouter, n'hésitez pas à relayer aux voisins. C'est le ramassage des encombrants à Saint-Leu-d'Esserand. Donc le nouveau prestataire pour les encombrants, pour les ordures ménagères, pour tout ce qui est ramassage, c'est bien géré par l'agglomération Creil-Sud-Oise, non plus par la ville de Saint-Leu-d'Esserand. Et la règle maintenant pour les encombrants, l'ancienne règle subsiste encore quelques temps, mais plus pour très longtemps, vraisemblablement encore 2 mois, 3 mois, pas plus, c'est-à-dire un ramassage prévu automatique en fin de mois. Sinon, la règle prochaine, et qui sera unique et qui est déjà existante maintenant, consiste à appeler directement le service de l'agglomération et prendre rendez-vous avec eux. Donc vous vous mettez d'accord sur un jour pour ramasser les encombrants, et la veille au soir, donc pas avant 19h, parce que sinon ça habille les rues de tout un tas d'encombrants, vous sortez vos encombrants. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi, et les services qui ramasseront les encombrants ne prendront pas les choses qu'ils n'ont pas le droit de ramasser. Donc il y a tout un tas de matériaux et de déchets que vous pouvez mettre, et d'autres pas qu'il vous faudra forcément emmener en déchetterie. Cette liste, elle est simple, vous pouvez la voir simplement en allant soit directement sur le site de l'agglomération Creil-Sud-Oise, dans la partie déchets, encombrants, etc. Et là, vous savez quoi mettre et quoi ne pas mettre et emmener en déchetterie. Sinon, sur notre beau nouveau site, vous avez aussi une rubrique déchets qui vous emmène avec un lien sur le site de l'agglomération. Donc voilà, les encombrants, il y a une procédure bien simple, c'est appeler l'agglomération, prendre rendez-vous avec eux et bien mettre uniquement ce qu'il est prévu de pouvoir être ramassé en termes d'encombrants, mais pas n'importe quoi, bien sûr. Alors, je rebondis justement sur
qui était dit sur la Muette et les camions qui non pas s'occupent des encombrants, mais s'occupent des ordures ménagères courantes, mais qui le font sur un système particulier à la Muette et ailleurs, puisqu'on parle de containers semi-enterrés. Alors je rappelle que c'était quand même un gros progrès par rapport au système précédent à la Muette où il y avait des vies d'ordures qui aboutissaient dans les caves. Par contre, ces containers semi-enterrés nécessitent effectivement un rythme régulier de prélèvement et de collecte de la part de l'agglomération de Creil qui est chargée de ce sujet. Donc n'hésitez pas là aussi à signaler alors, directement à l'agglomération puisqu'il y a un numéro quand même spécial déchets que vous retrouverez effectivement sur le site. En cas de retard, nous on essaye de faire attention aussi quand on nous le signale. Alors pour un autre type de déchets, c'était effectivement les espaces de stockage intermédiaires pour les encombrants qu'on peut trouver par exemple à Charles de Gaulle ou au Val. Quand ça débordait, on a nous-mêmes appelé l'AXO pour les faire venir. On est les yeux, hein, à l'évidence ils sont un peu moins près du terrain qu'eux, mais normalement ils sont quand même réactifs et de bonne volonté. Donc il n'y a pas de raison que ça s'accumule pour tout ce qui concerne les déchets. Donc on parle bien des différentes catégories, les ordures ménagères régulières, les recyclables, les encombrants. Voilà, c'est des circuits différents, mais dans tous les cas, il faut que ça marche. Et concernant le sujet du ramassage directement dans le garage, alors pour le coup, je ne pense pas que ce soit prévu comme ça. Si c'est trop lourd ou à faire toute seule, le mieux c'est de se faire aider par un charmant voisin qui vous aidera à le mettre sur le trottoir. C'est prévu comme ça. Maintenant, voilà, je vous réponds ça, j'ai pas de certitude. Le mieux, encore une fois, puisque vous allez avoir quelqu'un au bout du fil et que vous allez prendre rendez-vous, poser la question, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et Florian, bonsoir. Donc, tu évoques effectivement les services techniques qui sont très chargés en termes de nettoyage, particulièrement d'espaces verts et choses et autres. Et effectivement, ils sont très occupés à faire un bout de la ville, l'autre bout de la ville, à traverser, à recommencer au début. Voilà, donc un peu de citoyenneté ne fera que aider ce service qui travaille très bien, mais qui a énormément de travail. Et là, pour le coup, que ce soit en termes de mauvaises herbes, je vous rappelle que finalement la loi prévoit que chaque propriétaire qui a devant chez lui un trottoir qui appartient à la ville est censé le nettoyer, tout comme il est censé le déneiger en période d'hiver. C'est exactement la même chose, c'est le même principe. Ça se fait pas beaucoup, malheureusement, et donc dans ces cas-là, les services techniques le font. On prévient en général, on laisse un petit message quand même dans la boîte aux lettres des propriétaires pour que ceux-ci prennent en compte l'idée que c'est à eux de le faire. Mais néanmoins, ça retarde les services techniques, ça ne leur permet pas d'aller sur des espaces qui pour le coup leur appartiennent en termes d'entretien. Donc voilà, si tout le monde y met du sien, si tout le monde entrepose les encombrants aux bons endroits, pas n'importe quand, effectivement, ça nous aidera beaucoup. Ce que vous dites sur les personnes âgées, Madame Maya, ça renvoie là clairement à ce qu'on aimerait en termes de solidarité, de proximité. C'est-à-dire que, effectivement, dans une ville comme la nôtre, avec l'attention qu'on donne aux services de proximité, il serait quand même important qu'une personne qui a besoin fasse appel à ses voisins pour l'aider à sortir ce qui est nécessaire sur le trottoir. Et si je reviens effectivement au rappel de la citoyenneté qu'on peut demander, on essaye en tout cas de demander quand nous-mêmes on a fait quelques progrès. Donc pour les espaces verts, pardon, plutôt pour les mauvaises herbes sur les trottoirs, c'est un peu ce que dit Laurent. Nous, quand on le fait, on est quand même plus fondé à demander un petit effort pour la prochaine fois. C'est comme ça qu'on procède. Et ça, c'est un travail qui se fait un peu avec le police municipal aussi, hein, qui est chargé quand même de contrôler ces incivilités-là. De même, quand il y a une haie privée qui dépasse fortement sur le domaine public, hein, je ne parle pas de quelques centimètres, il y a parfois vraiment des endroits où on a du mal à passer. À partir du moment où nous, on a nettoyé la rue en face, on est évidemment beaucoup plus qualifié pour demander aux propriétaires privés de se dépêcher. Il y a une procédure de lettre que je signe et qui rappelle qu'il faut le faire, et si ce n'est pas fait, on pourrait nous-mêmes le faire et envoyer la facture après au propriétaire.
Bon, vous êtes 30, hein, une trentaine à l'heure actuelle à être en direct. Donc, écoutez, ça nous fait bien plaisir de pouvoir discuter avec vous. Alors, le complément de questions sur les incivilités m'amène aussi à repenser à d'autres formes d'incivilité qu'on essaye de regarder, qui sont des petites formes d'incivilité, mais sur lesquelles j'aimerais attirer l'attention. On est tous attachés à notre ville et à son esthétique. Je remarque quand même un certain nombre de travaux, par exemple de clôtures qui n'ont pas été terminés, ou des murs qui sont restés à l'état des parpaings. Donc je peux comprendre bien sûr un problème financier qui peut empêcher de faire aussi vite la fin d'un mur, mais je trouve quand même qu'il serait souhaitable que dans certains cas, à partir du moment où le mur a bien séché, parce que j'entends que ça peut être un problème, il faudrait aller jusqu'au bout de ce qui d'ailleurs a été déclaré dans le permis de construire à l'époque. Donc je me permettrai de le rappeler aux personnes concernées, et je crois que ce sera un beau geste pour la beauté de cette ville, de faire ce genre d'effort. Les incivilités, c'est effectivement les haies, les parpaings, peut-être aussi, et bon, désolé sur ce couplet, on peut aussi, vous voyez, aller très loin, et j'espère que vous ne le verrez pas comme un flicage, mais je trouverais bien que les containers poubelles soient sortis pas trop longtemps avant une collecte et récupérés pas trop longtemps après. Donc bien entendu, ceux qui sont partis dans la journée pour aller travailler ne peuvent pas être forcés de le faire, mais il faut que ce soit vraiment fait dans la journée ou mis la veille au soir, et que ça reste pas toute la semaine. Je sais que dans certaines locations, il n'y a pas forcément beaucoup la place de stocker le container, mais il va falloir quand même trouver des solutions. Alors Frédéric, on est surveillé par la directrice de la communication qui suit le Facebook Live et qui a mis à disposition de tous les connectés le numéro pour les encombrants, l'adresse du site internet avec le lien vers la rubrique déchets. Donc ça, c'était pour le sujet encombrant. Voilà. Alors, les chiens. Il faut que vous fassiez une phrase un peu plus complète si vous voulez qu'on vous réponde. Les chiens, quel est le problème des chiens? Le bruit, les déchets. On va vous répondre si vous nous dites un peu plus ce que vous avez constaté. Non pas pour meubler, mais je rappelle qu'effectivement, on va entrer dans une rentrée dense en manifestation, puisque pas plus tard que demain matin, il y a une commémoration très importante, et il serait vraiment important que vous puissiez venir nombreux. Ce sont les 75 ans de la libération de Saint-Leu-d'Esserand. Et la libération de Saint-Leu-d'Esserand, c'est pas simplement de se réjouir du départ des forces allemandes et de l'arrivée des jeeps américaines, c'est aussi penser à une époque où la ville a été sinistrée à 85% à cause des bombardements alliés. Et sinistré, ça veut dire touché, et ça veut même dire rasé à 40%. Donc c'est une période absolument fondamentale, dont beaucoup de choses, pour lesquelles beaucoup de choses que parfois on ne comprend pas quand on n'est pas d'ici, ce qui était mon cas, ou quand on oublie certaines choses. Beaucoup de choses s'expliquent par ces ravages de la Deuxième Guerre mondiale et par la reconstruction qui a été contrainte par un certain nombre de facteurs, en fait. Donc ça, c'est déjà demain matin. Est-ce que Laurent peut continuer sur les prochains rendez-vous? Oui, bien sûr. La commémoration demain matin. Ensuite, nous aurons dimanche 8 septembre la fête des associations. Donc, comme chaque année, elle se déroulera au stade Pascal Grousset, donc en haut, près des écoles Jean-Baptiste Clément. Cette fête des associations regroupe toutes les associations de la ville, donc sportives, artistiques, diverses et variées. L'idée, c'est que vous puissiez rencontrer les dirigeants de chacune des associations, que vous puissiez discuter avec eux, que vous puissiez vous inscrire, c'est aussi fait pour ça. Il y aura des démonstrations, avec notamment une nouveauté cette année, démonstration de Tech Ball. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a Internet pour ça, et puis sinon, venez nous voir dimanche et vous saurez ce que c'est. Ensuite, il y a donc la rentrée scolaire le 2. Nous accueillerons donc tous les enfants et la cantine est en pleine évolution, notamment en termes de qualité de produits bio, etc., avec
une nouvelle loi qui se met en place et qui est largement devancée en termes de butée réglementaire imposée par cette loi et par l'État. À Saint-Leu-d'Esserand, on est très en avance et donc on répond déjà à tout un tas de critères pour que nos enfants, nos petites têtes blondes mangent le mieux possible. Et l'explication vous sera donnée, si vous le souhaitez, lors d'une réunion publique que nous organiserons en mairie samedi matin, et ce sera le 12, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, super, merci beaucoup Frédéric. Tout est dans le prochain bulletin. Exactement, le 14, samedi 14, c'est pas le 12, samedi 14, donc réunion publique sur la loi Egalim. Alors, je précise effectivement que Egalim, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais si on dit qu'effectivement on doit de plus en plus avoir 50% de l'alimentation qui est soit bio, soit achetée localement, soit correspondant à des labels de qualité, c'est ça qu'on peut maintenant prétendre faire dès cette rentrée, et effectivement en avance d'un an sur la loi. L'événement aussi de la rentrée, c'est qu'on a pu baisser les tarifs avec une meilleure négociation avec la CAF pour décrocher certaines subventions. Et ces subventions supplémentaires, on les a évidemment réinjectées à 100% dans une baisse des tarifs. Les tarifs sont proportionnels aux revenus, mais les premiers tarifs qui étaient de 1,93 euros pour un repas, pour les gens qui payent le moins, a baissé à 1,28 €. Voilà. Donc c'est vraiment très appréciable. J'espère que ce sera apprécié. Donc des repas de qualité à un prix modéré. Pour continuer avec les manifestations ou événements, là pour le coup on est plutôt dans un événement. Chaque année nous organisons les journées du patrimoine, les fameuses GEP. Cette année n'y échappera pas, donc le week-end du 21-22 septembre, les journées du patrimoine, les journées européennes du patrimoine, d'où GEP, seront organisées à nouveau à Saint-Leu, donc avec tous les bâtiments historiques qui seront en accès avec des visites programmées ou accès libre, et également une compagnie qui sera dans le parc de la mairie, qui fera un spectacle. Tout le programme sur le site de la mairie, sur le prochain Infomairie que vous aurez dans vos boîtes à lettres dès milieu de semaine prochaine. Et puis voilà, plein de choses très très sympas. Fin du mois, Frédéric, le 29 septembre, Carnaval des possibles. Oui, c'est à la base de loisirs, ça fait partie des animations nouvelles depuis quelques années. C'est un événement qui a déjà commencé l'année dernière, qui est centré autour du développement durable avec pas mal de stands de bonnes pratiques sur l'économie d'énergie, les déchets et tous les sujets de développement durable. On aura un stand de la ville et on espère que ce sera l'occasion justement que tout le monde vienne en vélo et que tout le monde visite en allant sur la base, que tout le monde passe par les nouvelles berges rénovées et par le parc de la Garenne. Voilà, et puis après les autres manifestations, je vous les laisserai les découvrir au dos de l'Infomairie. Vous savez, c'est le petit votre rendez-vous avec nous, cette Infomairie, ce journal municipal. Vous avez un agenda systématique qui récapitule tout ce qui est à venir dans les 2 mois qui viennent. Donc une bonne pratique, c'est peut-être de déchirer la dernière page et puis de la mettre quelque part d'accessible de façon à ce que vous ne loupiez pas les événements. Il se passe beaucoup de choses à Saint-Leu-d'Esserand et voilà, et des choses très très sympas. Alors on revient sur les chiens, puisque là on a bien eu des précisions sur ce qui était gênant, et effectivement ça l'est, à la fois le bruit et les déchets canins, avec une proposition d'une personne qui dit effectivement on pourrait avoir des espaces dédiés aux chiens. Alors c'est la grande question de savoir si on doit vraiment aller à ce point de facilitation des comportements. Une autre manière de faciliter, on avait des propositions de temps en temps, c'était les distributeurs de sacs. Voilà, bon, on fait quand même partie des gens qui peuvent prévoir de prendre un sac dans une poche en sortant et de remettre ça dans un sac poubelle en revenant. Il y a aussi quand même des espaces naturels où on peut se promener, dans lesquels un éventuel passage d'un chien poserait moins de problèmes que dans les parties urbaines. Donc entre guillemets, il y a quand même peu d'excuses pour ne pas
avoir ce comportement. Et quand je dis ça, je ne suis pas naïf, je sais très bien que ça existe. Donc il y a des contraventions qui sont prévues et qui peuvent être appliquées. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sur le bruit, eh bien, il faut regarder aussi parce que est-ce que le chien reste tout seul toute la journée? Est-ce qu'il est mal élevé? Est-ce qu'on pourrait lui mettre un collier anti-aboiement? Tout ça se regarde au cas par cas et pour le coup, vous pouvez en parler avec la police municipale. Oui, c'est ça. Ouais. Dès qu'il s'agit de bruit, alors c'est toujours difficile, encore une fois, c'est une histoire de positionnement de curseur. Le but n'est pas, dès qu'il y a un aboiement, d'appeler la police municipale immédiatement. Il y a un degré de tolérance à obtenir. On vit dans une ville, pas à la campagne, tout seul, avec personne autour à 200 mètres. Donc il y a forcément un peu de bruit, avec des voitures qui passent, avec des chiens, avec des enfants qui jouent, des ballons qui rebondissent. Maintenant, quand ça dépasse les bornes, effectivement, n'hésitez surtout pas à faire appel à la police municipale. On interviendra, on essaiera de rencontrer les propriétaires, de faire comprendre que finalement ben voilà, c'est une vraie gêne et qu'il y a sans doute des pratiques différentes à mettre en place de façon à éviter de faire aboyer le chien. Enfin bon voilà, on vous aidera en tout cas à gérer ce genre de problème. Voilà pour les chiens. On a un sujet sur les ronds-points et d'éventuels nouveaux ronds-points dans la ville, en projet. Alors, vous êtes sur un sujet qui peut nécessiter un vrai débat pendant la campagne municipale qui va s'ouvrir. Donc, avis aux bonnes idées, aux bonnes volontés, puisque un rond-point du style de ceux qui ont déjà été faits, c'est quand même une dépense de 400 000 à 500 000 euros. On ne dirait pas comme ça, mais il y a énormément à reprendre en termes de voirie. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, il y a eu effectivement un premier rond-point fait à l'entrée du Lidl à l'occasion de l'arrivée. Ce sont des ronds-points franchissables parce qu'on est dans une ville qui doit laisser la sortie au convoi exceptionnel de EDF, donc c'est pour ça que les ronds-points sont si plats. Il y a eu donc ce deuxième rond-point il y a 2 ans autour de la rue du Pilori, l'intersection avec le CD 92. Effectivement, on en parlait encore récemment avec Stéphane Hautecoeur, adjoint à la sécurité et la circulation. Ça peut être dans la logique de prolonger cette démarche de rond-point, par exemple plus proche de l'ancien quartier de l'entreprise Stradal, qui va être un nouveau quartier d'habitation. Donc ça peut bien sûr, au fur et à mesure que les logements arriveront, et ils vont arriver sur plusieurs années, ça peut être effectivement une réflexion, soit là ou soit effectivement à l'intersection de la rue San Pastou et du CD 92. Mais ce sont quand même des grosses dépenses et on ne pourra pas en faire. Alors la dernière question sur le rond-point du Pilori, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, madame, c'est le fait qu'il y avait un conduit bouché et que les eaux pluviales s'accumulaient sur le rond-point du Pilori, donc ça a été normalement rectifié depuis l'année dernière. Il y a des questions sur la vitesse des voitures, rue de l'Église et rue des Forges. Vas-y. Ouais, non. Alors pour le coup, c'est... Alors, la circulation à Saint-Leu, pour le coup, on est interpellé sur ce sujet-là tout le temps, par tout le monde, dans tous les coins de la rue et tous les coins de la ville, pardon. Et il y a évidemment plein de choses à faire. On rejoint un petit peu tout à l'heure le sujet passage piéton, mise en place de dodanes. On peut évidemment mettre des dodanes partout, mettre des chicanes partout, et ça va devenir juste abominable de circuler dans Saint-Leu-d'Esserand. C'est pas l'objectif non plus. Il y a une partie éducation, comme pour les chiens, des automobilistes. Alors pour le coup, la police municipale et le maire adjoint qui est chargé de la circulation travaillent sur le sujet, essayent de réfléchir à mettre des sens de circulation qui vont dans le bon sens. Par exemple, dans la rue Salvador Allende, on a été interpellé sur des pots
avaient été mis en place, qui sont systématiquement dégradés, avec des voitures carrément qui les percutent. Donc on est en train de réfléchir à une nouvelle façon de faire des chicanes qui permettront de faire réduire la vitesse. Alors maintenant, spécifiquement pour la rue des Forges, pour le moment, on n'a pas de réponse. On n'a pas encore trouvé la recette miracle. Le passage, pour le coup, de la police municipale et qui vient, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, mais tout le monde n'était peut-être pas encore arrivé, l'effectif va être étoffé avec un agent supplémentaire, devrait nous aider à faire des passages plus fréquents et donc peut-être à faire en sorte que les gens, voyant une présence de la police municipale, roulent moins vite. Mais bon voilà, pour la rue des Forges, pour l'instant, on n'a vraiment pas encore la solution. Alors, on va passer rapidement effectivement en revue les différentes rues qui sont effectivement évoquées. La rue des Forges, je rejoins ce que dit Laurent, et je complète simplement en disant que la rue des Forges, elle est en arrière de la place de la République, et j'ai dit tout à l'heure qu'il y aura forcément une réflexion avec Oise-Habitat sur les espaces qui actuellement sont encore propriété de Oise-Habitat et qui sont le parvis de la place de la République, mais aussi les parkings qui sont à l'arrière et qui sont le long de la rue des Forges. Donc il y aura forcément quelque chose à voir à ce niveau-là de global. Je reviens sur la rue d'Ardillères qui fait l'objet aussi d'une remarque. Là, la rue d'Ardillères, c'est bien une, et même la seule entrée de Saint-Leu qui n'a pas fait l'objet encore du moindre équipement de ralentissement. Encore une fois, l'entrée venant de Creil via le rond-point, l'entrée côté gendarmerie qui, mine de rien, bénéficie quand même de plusieurs feux et d'un radar de franchissement de feu qui a été évoqué tout à l'heure. La rue de l'Hôtel-Dieu qui est une autre entrée qui avait été un petit peu désaxée à l'époque de travaux, il reste, et puis la rue Salvador Allende dont a parlé Laurent, même si effectivement il faudra remettre à plat le processus de ralentissement. La rue d'Ardillères n'a pas été spécialement touchée, à part il y a maintenant près de 15 ans des stops qui équipent le croisement entre la rue du Val et la rue d'Ardillères. Donc il faudra que ce soit également un grand sujet de débat public pour les municipales, parce que là, il y a un très très gros chantier à prévoir dans la mesure où c'est une rue très passante. On a demandé des comptages récents au Conseil général, puisque c'est une départementale. On les a eus, c'est 3000 véhicules jour sur une rue en pente, avec des camions, avec des tracteurs, avec le surcroît d'activité des carrières ou des betteraves. Et bien entendu, on arrive dans la ville, il faut pouvoir faire ralentir. Et en même temps, c'est une départementale, donc on doit demander son avis au Conseil général pour maintenir un certain flux transversal. Et Saint-Leu est donc traversé par 3 routes départementales importantes. Donc il faudra avoir des positions sur ce sujet entre les personnes qui souhaiteront animer les prochaines années de cette ville. Vous allez vite en besogne, Madame Cailleux. La conclusion est un peu hâtive. Donc je répète, nous réfléchissons à tout ça. Néanmoins, si vous avez de très bonnes idées pour faire ralentir les gens dans la rue des Forges, n'hésitez surtout pas à venir en mairie, en discuter avec nous, à la police municipale. Et si les idées sont magiques, nous les prendrons en compte, bien évidemment. N'hésitez surtout pas. J'ai peut-être été trop vague quand j'ai dit qu'il y avait forcément une réflexion commune entre l'arrière des bâtiments Oise-Habitat et la rue des Forges. Ça veut dire qu'on pourrait aussi imaginer de la désaxer également et d'avoir des places de parking qui seraient de chaque côté de la rue, y compris le long des maisons. Ce qui voudrait dire que ça répondrait à ce qui vient d'être dit sur le fait que ça peut être dangereux actuellement quand on sort des domiciles. La rue des Forges et la rue de l'Église sont des rues à l'ancienne avec des trottoirs extrêmement étroits ou pas de trottoir du tout. Donc ça veut bien dire que, encore une fois, on est sensible à ça et qu'il faudra l'intégrer dans un projet. Mais c'est effectivement le genre de projet qui est un ensemble et il faut là envisager l'ensemble de ces espaces entre les bâtiments Oise-Habitat et la série de maisons rue des Forges. C'est l'ensemble qu'il faut aménager au mieux pour trouver des parkings
un peu plus agréable pour probablement refaire également le trottoir qui est le long des bâtiments ou des habitats. Donc là, c'est un ensemble. Et donc il y a le même problème dans le haut du Neuillet avec l'avenue Guy Moquet, avec de la circulation. Et donc peut-être manifestement il faudrait aussi réaménager ces rétrécissements qui finalement ne sont peut-être pas super bien conçus pour faire réduire la vitesse. Mais peut-être qu'il faudrait faire une sorte de chicane pour forcer les gens à ralentir. Mais ok, c'est noté. Alors c'est quand même la difficulté de tenir compte de tout ce qui est dit, parce que je peux aussi vous présenter des gens qui considèrent que les chicanes, les écluses, puisqu'on les appelle comme cela, qui ont été installées rue Guy Moquet, font déjà convenablement ralentir, et notamment des véhicules professionnels. J'entends que comme c'est une ligne droite, j'entends qu'il y a effectivement des occasions de réaccélérer, et il faudra continuer la réflexion sur l'aménagement complémentaire. Mais si je devais vraiment trouver des priorités, je reviens sur la sécurisation de la rue d'Ardillères, une rue en pente, une rue sur laquelle, encore une fois, non seulement il y a des trottoirs étroits, mais il y a des trottoirs qui sont utilisés quand il y a des véhicules qui se croisent. Là, il y a vraiment une priorité de sécurisation. Voilà. Est-ce que vous voulez encore continuer ou pas? Puisqu'il est 20h. Oui, il est 20h. On essaye de ne pas abuser de votre temps. Madame Maya semble dire que l'équipement actuel ne fait pas ralentir. C'est quand même une forme de circulation alternée, hein, les écluses qui existent. Et c'est souvent dans cette forme d'équipement que peut venir quand même une partie de la solution. Dès qu'on doit ralentir pour laisser passer quelqu'un d'autre, ça permet... bon, je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord. Bon, de toute façon, le rendez-vous, hein, c'est prévu pour 1 heure. On reviendra vers vous prochainement. Il y a pendant ce temps-là toujours le site internet qui est disponible et vous pouvez nous écrire pour nous faire part de choses qui se passent bien aussi, hein, n'hésitez pas, dire quand c'est bien parce que ça fait toujours plaisir, ça veut dire que le choix et la stratégie qui a été utilisée était la bonne, donc ça c'est toujours bien et ces messages-là sont souvent oubliés, hein, et rares, donc n'hésitez pas. Et puis quand c'est pas bien, dites-le aussi, encore une fois, nous on est preneurs, hein, l'idée c'est de faire au mieux de toute façon pour la ville et les habitants, donc n'hésitez surtout pas, le site internet est disponible pour ça, on traite les messages, on répond, on prend en compte, on arbitre, on priorise, donc des fois vous pouvez peut-être avoir l'impression que ça va pas assez vite. Ça va jamais assez vite quand on a un besoin. Et d'ores et déjà, on est désolé de ne pas être assez rapide. Mais voilà, on prend en compte et merci d'avance. Alors le contrôleur de vitesse, dernière idée de Madame Maya, là on peut se rejoindre. Je voudrais d'ailleurs informer que pour le passage à niveau de centre-ville, c'est pas un contrôleur de vitesse auquel on pense, mais c'est un contrôleur de franchissement de la voie, alors que la sirène a déjà retenti, ce qui est gravissime. Donc là, ça peut se contrôler et il va falloir s'y mettre parce qu'il y a eu quand même depuis 1 an trois incidents inquiétants. Les contrôles de vitesse, je reviens sur la rue d'Ardillères, ne sont pas prévus, mais la compréhension de la vitesse moyenne va faire l'objet d'une étude de manière à effectivement savoir si il y a en proportion des véhicules qui passent, puisqu'on peut vraiment évaluer tout ça de nos jours, en proportion des véhicules qui passent. D'abord, on peut calculer une vitesse moyenne et on peut calculer une proportion des véhicules qui ne sont pas à 50. Voilà, donc ce sont des informations dont on disposera dans les prochains mois. Ça ne veut pas dire qu'on repousse le moment nécessaire pour faire, mais je n'étais pas allé jusqu'au bout pour la rue d'Ardillères. Non seulement il faut aménager la sécurité routière, mais il faudra refaire la voirie et probablement les réseaux qui sont en dessous. Et c'est pour ça que c'est un gros chantier. En fait. Mais ça ne veut pas dire que les moins gros chantiers vont être ignorés. En fait.
Écoutez, très bonne soirée à tous. J'ai pris des notes, donc tous les sujets abordés et qui ne sont pas encore réglés, voilà, font partie de nos sujets de demain. Merci encore pour ce rendez-vous et à très bientôt. Et en parlant de demain, on vous attend bien sûr à 10h30 à la mairie pour la commémoration, 10h45 au monument aux morts. Voilà, pensons un instant à ceux qui nous ont précédés. Très bonne soirée à vous, au revoir.